Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler des médecines non conventionnelles, ces pratiques qui soignent autrement et ne sont pas toujours reconnues par les autorités de santé. Avec nos invités, nous vous ferons notamment découvrir les bienfaits de la sophrologie, mais aussi de la chrononutrition pour vous permettre un mieux-être au quotidien. Mais à vous de juger. La santé en mouvement spéciale médecine non conventionnelle, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Ayert. Bonjour Arnaud, donc vous êtes sophrologue mais aussi directeur de l'école Sophrologie Formation. Alors Arnaud, on va commencer par une définition. C'est quoi la sophrologie? Bonjour Vanessa, merci. C'est quoi la sophrologie? Alors j'ai deux propositions à vous faire. Parlons vrai ou parlons scientifique? Les deux, allez. Allez, parlons vrai, on est sur Sud Radio. Parlons vrai, en deux mots, la sophrologie, c'est prendre conscience. De quoi? Prendre conscience, là vous êtes en train de respirer, vous ne le sentez pas. Si vous prenez conscience, forcément vous allez vous débrancher de certaines choses. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ça, c'est une première partie déjà pour intéresser tout de suite et interpeller. Wow, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis déjà en train de prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, prendre conscience. Voilà. Et la deuxième, alors scientifique? La deuxième, en effet, c'est une pratique de soins non conventionnelle qui se base en effet sur l'interoception consciente et volontaire dans un seul but, réconcilier le corps et le cerveau. Alors expliquez-nous concrètement, parce qu'on a besoin de visualiser, quel type d'exercice et pour quel bénéfice, Arnaud? Alors, histoire de voir quelque chose, c'est plutôt sentir qu'on va fermer les yeux, être à l'intérieur de soi. Alors c'est pas toujours ok pour tout le monde, mais déjà sentir que les yeux sont fermés, sentir la présence de son corps. Ça peut être plein de choses. Ça pourrait être du chaud, du froid, des sensations physiques, mais aussi les points d'appui. C'est aussi la structure du corps et ça aussi ça vient rassurer. Alors on aura les pieds, le bassin, le dos contre le dossier. On va faire ça assis, bien entendu. Les avant-bras, les mains qui sont posés, la présence des épaules, la présence de notre mâchoire. Ça y est, on est déjà dans présence du corps, présence des points d'appui. Un dernier paramètre, la présence de notre respiration, mais en conscience. Donc sentir qu'il y a de l'air qui rentre à l'inspire, juste ça, et de l'air qui ressort à l'expire. Alors là, j'ai envie de vous demander, cette conscience, elle va nous permettre d'aller mieux ou d'aller moins mal? Vous soignez quoi avec? Elle va surtout... Alors on ne soigne pas. On ne soigne pas, on n'est pas des soignants, on est en accompagnement. Des soignants, on est en santé intégrative, donc on accompagne les médecins, les infirmières, les kinés, les ostéos, etc. Mais on ne soigne pas. Par contre, on va aider à faire prendre conscience de certaines choses, faire prendre conscience que Madame Trucmuche, elle a pas mal partout. Parce que les patients qui arrivent, ils disent j'ai mal partout. Alors ça, on est d'accord, c'est pas possible. Ou alors, comme disait Coluche, il va falloir vous mettre dans le plâtre et il n'y aura qu'une seule fois à touiller. Donc vous donnez une lecture du corps, enfin vous allez aider à mieux comprendre en fait. Oui, on va être dans la présence du corps, mais en conscience. Et pendant ce temps-là, comme le cerveau est séquentiel, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Soit vous êtes branché sur la présence de votre corps, soit vous êtes branché sur votre liste de courses ou autre, et peu importe. Mais pendant que vous êtes dans la présence de votre corps, vous ne pouvez pas faire la liste des courses, et ça m'intéresse. Alors, vous êtes dans l'accompagnement, mais dites-nous concrètement, on vient vous voir pour aller mieux malgré tout, sur quoi? Alors, est-ce qu'il y a une personne ici dans cette pièce qui nous entend, qui dit moi le stress, j'ai jamais connu et j'en aurai jamais. Donc déjà le stress, et puis le stress chronique et plus que répétitif jusqu'à l'overdose. Évidemment, vous savez ce qu'on appelle le surmenage. Parlons français, mais on peut parler du burn-out aussi, bien entendu. Donc tout ce qui est ce trop plein d'émotions qui ne sont pas gérées, on ne sait pas quoi en faire et ça déborde un peu partout. Donc on vient vous voir, vous allez faire prendre conscience justement de cette enveloppe corporelle et vous allez atténuer le stress, c'est ça? La présence du corps rassure le cerveau. C'est quelque chose d'important. Alors, il n'y aura pas que ça, bien entendu, il y aura d'autres exercices. On sait très bien, je vais redonner encore quelques termes techniques, mais à l'inspiration, on va créer une émotion. Ça, c'est facile à visualiser. Vous avez peur. Si je claque dans mes mains très fort, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai inspiré. Il y a eu une émotion. Et à l'expire, il va y avoir un sentiment. Faut pas faire peur comme ça, c'est pas bien. Donc, ce sentiment, il est plus privé. De pouvoir travailler sur les émotions, les sentiments, mais à l'intérieur de nous, en conscience, voilà pourquoi on parle de régulation émotionnelle. Donc, non mais j'ai besoin de savoir, alors on va dans une consultation, là c'est, voilà, faites-moi vivre cette consultation et je vais ressortir de chez vous, comment je me sentirai? Alors cette consultation, elle commence déjà par une anamnèse complète. Il va falloir savoir déjà pourquoi le patient vient, souvent il est envoyé par son médecin, mais de voir surtout dans un premier temps, et ça c'est très important pour nous en tant que sophrologue, de savoir si ce patient rentre
dans les clous, entre guillemets, de la sophrologie ou pas? Est-ce que c'est le bon outil? Parce que ça ne reste qu'un outil, encore une fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, en rentrant dans les clous de la sophrologie, est-ce que moi, dans ma réalité professionnelle à moi, est-ce que je peux accompagner cette personne? Est-ce que je me sens apte ou pas? Donc ça, donc il y aura cet accompagnement avec des objectifs. Bien entendu, je viens voir parce que ça fait 25 ans que je dors pas. Il était temps de venir, voilà. Donc ça peut être ça. Ou je viens voir parce que mon médecin m'a dit que j'avais une fibromyalgie, ça fait 3 ans que j'ai mal partout, on m'a pas dit ce que j'avais, donc je me suis inquiété, ça m'a pas arrangé. Mais aujourd'hui, ça y est, j'ai une étiquette qui est posée. Mon médecin m'a dit, ce serait bien de faire de la sophro pour calmer un petit peu. Donc là, vous allez travailler uniquement sur la respiration. Vous travaillez sur quel type de posture avec les patients? On travaille en effet sur une posture, donc debout, assis, selon la possibilité du patient. Mais en effet, sur des mouvements respiratoires, sur des mouvements physiques, mais des mouvements doux. On sait que les mouvements lents aident la concentration, donc à être vraiment dans ce mouvement. Donc, et puis selon les possibilités, selon l'âge aussi, parce que on peut faire de la sophrologie à partir de 7-8 ans, mais jusque, j'ai envie de dire, 107, 108, 120 ans peut-être, à partir du moment où la conscience est active. Et c'est ça qui est important. Alors, on le disait en introduction, vous faites partie de ces médecines qui, jusqu'à il y a un certain temps, laissaient sceptique le corps médical. Pourtant, quand on vous écoute, c'est juste de la respiration, du mouvement, donc rien de bien méchant, apparemment, chimiquement. Où en est-on aujourd'hui? Parce qu'il y a peut-être effectivement ce qu'on appelle le charlatanisme, il y a votre pratique de la profession, et puis il y a le corps médical. Donc, où vous situez-vous dans tout ça? Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de charlatanisme et là, au mois d'avril, il va y avoir un rapport de la Miviludes qui s'occupe justement des dérives sectaires en France donc on attend de voir un petit peu ce qui se passe selon les pratiques de soins non conventionnels. Ça explose, ça fleurit d'un peu partout et vous le savez, en France, on s'intéresse énormément à toutes ces choses où on peut prendre soin de nous peut-être encore autrement. Le première orientation, c'est comme l'horoscope en France. Pour prendre soin de soi, ça fait un petit peu peur, ou ça rassure, je ne sais pas. Donc, mais prendre soin de soi, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, du tai chi, de la réflexo, je vais en oublier, évidemment de la sophro. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que vous faites du bien? Alors oui, de plus en plus, et ce qu'on est en train de mettre en place là depuis le 4 février, c'est justement pour avoir des preuves scientifiques. Depuis le 4 février, on a fait une conférence de presse pour lancer un agrément national pour tous les sophrologues en France. Donc ça, c'est quand même un grand progrès avec notre partenaire Hospitalidé, qui est l'évaluateur de tous les hôpitaux de France, pour avoir une pratique évaluée en sophrologie, donc évaluée par les patients. On a des questionnaires qui sont normés, qui sont scientifiquement posés, on n'a plus rien à prouver de ce côté-là, pour avoir la photo avant et après un suivi sophrologique, pour avoir justement des véritables preuves. Il y a quelques études qui existent, notamment sur les acouphènes, sur le sommeil, sur le stress, mais on se sert principalement des retours qu'on a de la pleine conscience, le fameux mindfulness. On voit aussi de plus en plus de patients, entre guillemets, qui veulent s'affranchir du médicament. Vous pouvez répondre à cette problématique et vraiment être un soin de compensation, on va dire, à part entière? Alors plutôt en complément, pas de compensation, c'est justement quand on parlait de charlatanisme, moi je travaille qu'avec des médecins et tous les sophrologues que je forme travaillent aussi en santé intégrative, c'est travailler à plusieurs dans le parcours de soins du patient. Voilà pourquoi j'utilise le mot patient, tout simplement. Si j'étais dans la réinsertion sociale, je parlais de clients ou de participants. Mais de pouvoir apporter un vrai plus dans la consultation, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Il y a trop de dérives. On ne peut pas dire, alors laissez tout tomber. Justement, ça fait partie des dérives. Et c'est pour ça que c'est décrié. On sait très bien qu'il y a toujours le verre dans n'importe quel fruit. Et il y en a, que ce soit en sophro, en naturo, en réflexo, en hypnose. Il y a toujours quelqu'un qui va partir un petit peu sur le côté pour dire, alors, si on faisait la même chose, mais sans les vêtements, pour voir ce que ça fait. Évidemment, c'est une dérive. Donc, mais surtout, de ne pas avoir ce réflexe de dire tout sauf le médicament. Ben non. Si le médicament est posé, s'il y a un diagnostic qui est posé, on va accompagner ça. Et j'insiste toujours sur l'accompagnement aussi dans l'observance du traitement, c'est-à-dire s'assurer que le patient prenne bien son traitement qui a été prescrit. Donc on est une aide. Oui, j'allais vous demander, en termes d'observance, en termes de séances de sophrologie, il y a une quantité particulière et surtout combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? On est entre 40 et 80 € pour une séance en individuel. Remboursé ou pas? Alors, prise en charge par les mutuelles. Non, on n'est pas remboursé, il n'y a pas de numéro ADELI, pas encore. Voilà, ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas. Mais les mutuelles prennent en charge de plus en plus. C'est ça qui est important. Donc, elles suivent aussi le mouvement des consommateurs.
qui consomment un petit peu tout et n'importe quoi, de se dire, bon, si on a remboursé, au moins quelque chose qui peut vraiment les aider. Donc, et combien de séances là aussi, vous allez me dire, ça dépend. Je vais vous faire le Fernand Reynaud avec un certain temps, donc le fût du canon, mais ça va dépendre, bien entendu. Alors, il y a 2 critères. C'est là, il y a quand même une réponse. Le premier critère, c'est l'état des lieux. On part de combien ? On parle du stress, mais on part de -2, de -25, de -72. Et toujours dans le premier, ok, je pars de -2, mais je veux aller jusqu'où ? En fait, c'est quoi mon objectif ? Je veux aller à +5. Bon. On comprend bien que de -2 à +5, il n'y aura peut-être pas besoin de 32 séances. Mais de -57 à +112... Et vous êtes recommandé par le médecin généraliste ou on peut venir directement chez vous ? Alors, on peut venir bien entendu directement, mais il y a de plus en plus des recommandations. Et ça, je m'en félicite vraiment pour tous les sophrologues qui font un travail extraordinaire vraiment sur le terrain, dans des domaines très variés. Vous me posiez la question, qui vient en consultation ? Alors, il y a des sophrologues dans les écoles, et merci au rectorat de faire confiance. J'ai eu ce matin au téléphone quelqu'un qui travaille dans les collèges et les lycées avec une responsable d'établissement qui dit « Mais moi, je préfère qu'ils prennent 1 heure pour aller mieux, parce que s'ils peuvent acquérir ce genre de technique, ce sera peut-être aussi pour toute leur vie. » Je trouve ça extraordinaire. Donc dans les écoles, dans les collèges bien entendu, mais aussi, tout à l'heure je parlais de réinsertion sociale, peut-être dans les prisons, parce que ça existe aussi, et je trouve ça formidable, parce qu'il y a un vrai travail à faire, vraiment de prévention aussi. Évidemment, dans le monde de la santé, dans le monde de l'entreprise, on va parler du burn-out, évidemment. Donc, pouvoir mieux le prévenir, plutôt qu'être dans le curatif, vaut mieux être dans le préventif, vraiment. La prévention, c'est permettre aussi demain, en fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Arnaud, pour en une poignée de secondes, pour conclure, le top 3 des pathologies, si on peut les appeler comme ça, pour lesquelles on vient vous voir. Stress, sommeil, burn-out, comme ça, mis en premier. Pas forcément dans le bon ordre, mais il y a les douleurs aussi, on pourrait mettre dans le top 3. Donc stress, on peut mettre stress et burn-out, sommeil et douleur. Merci beaucoup Arnaud Hayard. Je rappelle que vous êtes sophrologue et directeur de l'école Sophrologie Formation. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons comment changer notre vie en instaurant de nouvelles habitudes dans notre quotidien. La santé en mouvement spéciale médecine non conventionnelle, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale médecine non conventionnelle, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Émilie Steinbach. Émilie, bonjour. Donc vous êtes docteur en biologie intégrative et neuroscientifique, mais également passionnée par l'impact que peut avoir notre mode de vie sur notre santé. Et vous avez sorti un livre qui s'intitule « Votre santé optimisée » aux éditions Marabout. Donc pour ceux qui ont l'image, je le montre à l'écran. Une véritable bible où vous promettez de perdre du poids, maximiser votre énergie, booster votre cerveau pour mieux vivre et plus longtemps. Tout ça, c'est une belle promesse, n'est-ce pas, Émilie ? Oui, plutôt une belle promesse. Quand on écrit un livre de ce type et qu'on est scientifique, c'est quoi ce qui vous motive, on va dire, avant tout, en tant que... quelle vision de l'humain vous avez ? Alors, ce qui me motive, c'est d'avoir de donner du sens à ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette carrière. Et pour le livre en particulier, je pense qu'il n'y a pas assez de scientifiques qui prennent la parole et qui rendent accessibles des connaissances scientifiques accessible de manière sympa, comme j'essaie de le faire, qui peut réellement avoir un impact sur la vie des personnes qui le lisent. Donc le but avec ce livre, c'était vraiment de créer un livre qui est basé sur les dernières recherches scientifiques. Donc j'ai lu et intégré plus de 500 références à ce livre, mais qui est très pratique et didactique. Donc c'est vraiment, je le confirme. un protocole de mode de vie en 10 étapes où je prends les gens par la main et j'essaie de les mener tout au long d'une journée dans différentes habitudes, différents changements qu'ils peuvent réaliser pour transformer leur vie. Mais pourquoi, à votre avis, Émilie, la prévention telle qu'elle est faite, parce que là on parle bien de prévention, ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés ? On parle beaucoup de prévention, d'investissement dans la prévention, néanmoins on est beaucoup dans le soin. Alors c'est peut-être un peu hypocrite, je pense, toutes ces méthodes de prévention, mettre des pubs, manger, bouger, ou dire de manger 5 fruits et légumes en dessous d'une pub pour un aliment ultra transformé. C'est hypocrite et c'est très culpabilisateur au final pour les personnes qui souffrent. Donc aujourd'hui, l'humain, en tout cas dans ces régions du monde, meurt beaucoup plus de maladies dites de civilisation ou chroniques, qui sont expliquées principalement par des facteurs du mode de vie qui sont modifiables. On ne meurt plus tellement de maladies qui sont transmissibles. Et ça, c'est principalement dû à notre mode de vie. Et
qui nous rend malade aujourd'hui, c'est notre société qui est complètement, enfin notre mode de vie qui est totalement inadapté. Donc pour moi, la prévention aujourd'hui, elle n'est pas encore on n'a pas efficace. Le bon discours, en fait. On prend des escalators, en mettre partout, nous mettre des pubs de donuts partout, et puis nous dire de manger 5 fruits et légumes. Je pense que les enfants ils sont perdus. On va passer aux routines que vous proposez, parce qu'on aime bien avoir des choses très concrètes ici. On va commencer par le petit déjeuner. Dites-nous les fausses croyances et ce que vous recommandez et pour quel bénéfice, on va dire. Alors, le petit déjeuner des Français, qui est un croissant et un verre de jus d'orange, par exemple, est à bannir. Je pense que si vous servez ça à vos enfants et que vous avez envie qu'ils soient supportables et performants à l'école, c'est une très très mauvaise idée. Et si vous consommez ce type de déjeuner, il vaudrait mieux skipper ce petit déjeuner. Alors, pourquoi déjà et au profit de quoi? Donc, on va essayer d'avoir un petit déjeuner, ou si on ne petit déjeune pas, avoir un premier repas qui est principalement riche en protéines. Donc c'est pas que des protéines, mais on va essayer d'avoir un ratio de protéines important. Par exemple, des œufs, du skyr, du cottage cheese, de la truite par exemple, si vous aimez bien manger du poisson au petit déjeuner. Pourquoi? Alors je vais vous citer uniquement 2 raisons. La première, c'est que quand on mange un petit déjeuner qui est plus protéiné, on va favoriser un meilleur sentiment d'éveil et des meilleures capacités cognitives, notamment aussi des meilleures capacités de mémorisation. Et ça, les études le montrent, avec des essais randomisés contrôlés, que par exemple, quand on prend un groupe d'étudiants qu'on divise en 2 et qu'on leur fait manger un petit déjeuner qui est plus sucré versus plus protéiné, en seulement 4 jours, la mémoire peut être altérée par un petit déjeuner qui est plus sucré. Et ça s'explique, je ne vais pas expliquer les mécanismes, mais il y a un réel impact sur le cerveau. Donc si en seulement 4 jours, vous voyez un impact du petit déjeuner sur vos capacités à mémoriser de l'information, on peut se demander quel est l'impact sur une vie. C'est clair. Alors, protéines au petit déjeuner. Après, on va passer à vos grandes recommandations, on va dire, sur le déjeuner et le dîner. Les choses essentielles entre les croyances, entre les mauvaises habitudes et ce qu'il faudrait faire. Alors, dans le livre, je donne vraiment beaucoup de conseils, mais je vais essayer d'en donner un qui est très pratique et que les personnes qui écoutent pourront mettre en pratique. C'est d'essayer de rester critique et de ne pas tomber dans des faux régimes bidons ou les fausses règles. Donc, moi, je vais aller à l'inverse des régimes actuels et demander aux auditeurs de consommer plus de 30 aliments d'origine végétale par semaine. Ça paraît hyper ambitieux, mais en fait, c'est faisable. Ça va être avec des fruits, des légumes, des épices, des herbes fraîches, des légumineuses, des céréales. Vous pouvez ajouter l'huile d'olive, etc. Donc, basé sur le régime méditerranéen. Donc, essayez d'aller à l'encontre de ces espèces de fausses solutions magiques complètement bidons et d'augmenter la diversité de ce qu'on mange, de non transformé et de végétal. Ça, c'est pour favoriser une bonne diversité aux richesses du microbiome intestinal, le dernier organe qui impacte notre santé. Et un des meilleurs prédicteurs de sa bonne santé, c'est sa richesse ou sa diversité. Alors je rebondis sur un mot qui est essentiel, vous l'avez évoqué, le mot régime. Et en préparant cette émission, j'aimerais le dire, vous m'avez dit les régimes ne font pas maigrir. Alors ça c'est extraordinaire, mais justement expliquez-nous pourquoi cette croyance justement est à remettre à plat. Ok, alors les régimes ne font pas maigrir. Ça je l'ai découvert en commençant mon doctorat qui était focalisé sur l'étude de l'obésité. Et j'étais assez étonnée de voir qu'en fait le nombre de régimes que les participants suivent au cours de leur vie est associé positivement, donc les deux vont ensemble, avec la prise de poids tout au long de la vie, particulièrement l'accumulation de masse grasse. Plus vous faites de régime, plus vous grossissez. Généralement. Donc ça s'explique assez simplement. Je vais essayer. Donc si vous faites un régime qui est très restrictif, vous allez perdre du gras, mais aussi du muscle. Alors, si je perds du gras, il faut savoir que le gras n'est pas qu'un organe qui est soi-disant disgracieux, c'est un organe qui est essentiel. Par exemple, moi j'ai un peu de gras, je ne devrais pas trop lui faire la guerre. Il m'apporte des bonnes choses. Si, dans ma situation, je suis en bonne santé, je perds un peu de gras pour mon summer body, débile, je vais diminuer la capacité de cet organe à envoyer un signal vers mon cerveau, la leptine, qui réduit l'appétit. Donc, après le régime, j'ai perdu du gras, j'ai plus faim. Parce que j'ai moins de leptine qui est envoyée vers le cerveau et qui dit « Émilie, arrête de manger ». Ensuite, si je perds du muscle, je diminue ma dépense énergétique au repos. Et donc, ça veut dire que je brûle moins de calories qu'avant le régime. Donc, j'ai plus faim qu'avant et je brûle moins de calories qu'avant le régime. Donc, en fait, il faut que je mange moins en crevant la dalle. C'est quasiment impossible à faire pour la plupart des gens. On va réellement craquer. Donc, ça, c'est 2 explications mais, qui montrent cet effet yo-yo, qu'il est, dans la plupart des cas, quasiment impossible de maintenir le poids perdu. Donc, il vaut mieux faire du sport, quand je vous écoute. Il vaut mieux faire du sport, particulièrement de renforcement musculaire,
pour lutter contre l'accumulation de masse grasse au cours de la vie qui nous concerne quasiment tous. L'explication est limpide, je le confirme. Émilie, on parle beaucoup de jeûne intermittent. C'est un effet de mode ou ça a de réels impacts physiologiques? Bon, alors c'est vraiment une mode, c'est-à-dire que jeûner autour de la nuit, c'est une pratique ancestrale que nos ancêtres faisaient. On ne mangeait pas à toute heure de la nuit et on ne s'endormait pas en regardant Netflix dans son lit en mangeant des donuts, des chips ou des pop-corn. Il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait et donc j'essaye dans le livre de tout de même remettre au goût du jour cette pratique ancestrale. Donc je participe à cet effet de mode en proposant aux personnes qui lisent le livre de jeûner au minimum 12 heures par jour, donc autour de la nuit. C'est assez simple. C'est plus simple la nuit que le jour. Donc vous jeûnez de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Oui, c'est plus simple la nuit, évidemment. Ce serait très dangereux d'essayer de jeûner la journée et de manger pendant la nuit. Et donc, essayer d'augmenter la fenêtre de jeûne avant d'aller dormir. Donc, essayer de ne pas manger dans les 2 à 3 heures qui précèdent l'endormissement. C'est souvent le moment où on grignote les choses les plus transformées, les plus riches en calories, en sucre ajouté, en acides gras saturés. Alors, Émilie, dans votre routine, il y a aussi quelque chose qui est, je pense, accessible à beaucoup d'entre nous. C'est la culture du lien social pour aller bien. Ouais. Expliquez-nous pourquoi, c'est essentiel. Pour aller bien, mais aussi pour conserver un cerveau jeune, le lien social est essentiel. En fait, j'aime imaginer que le meilleur exercice physique pour le cerveau pourrait être la relation sociale. Donc là, pour vous répondre, il faut que j'accède à ma mémoire, il faut que j'essaye d'avoir l'air d'être percutant, de dire des choses de manière courte. Je dois regarder si vous avez l'air d'être ennuyé par ce que je raconte ou plutôt intéressé si je dois aller plus vite, moins vite. Non, ça va pour l'instant, etc. je confirme. Donc si vous êtes, vous écoutez ceci et avant ça, vous avez eu une conversation avec quelqu'un, vous avez dû engager énormément de capacités cognitives pour réaliser cette conversation. Donc c'est un exercice intellectuel vraiment de haute qualité pour le cerveau. Et donc j'explique dans le livre que la diversité, comme pour en fait la diversité de l'alimentation, la diversité des relations sociales nourrissent la neuroplasticité ou la réserve cognitive. Et donc on observe par exemple dans des grands groupes de personnes qu'on a étudiés que la quantité, la diversité et la qualité de leurs relations est inversement associée au déclin cognitif. Donc voilà, parlez avec les personnes qui vous entourent, essayez de vous souvenir de ce qu'ils vous ont raconté. Allez, vous avez 20 secondes pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne. Émilie, 3 conseils concrets pour le week-end. Allez, en plus d'acheter votre livre. Ok, donc achetez mon livre, une très bonne idée, ça va nourrir votre capacité intellectuelle. Essayez d'aller au marché, d'acheter plein d'aliments différents que vous n'avez jamais consommés, qui sont peu transformés, locaux et de saison. Qu'est-ce que je vais vous dire? Essayez de faire une séance de renforcement musculaire qui va amener à l'épuisement. Donc faites des pompes. Si vous savez faire 12 pompes, mettez vos pieds en l'air. Si vous ne savez pas faire 12 pompes, faites-les sur un bureau. C'est ambitieux ça quand même. Déjà marcher, ça sera pas mal. Hein, oui, mais le renforcement musculaire est trop négligé. Donc un conseil important. C'est noté. Merci beaucoup Émilie Steinbach. Je rappelle que vous êtes docteur en biologie intégrative et neuroscientifique et surtout auteur du livre Votre santé optimisée aux éditions Marabout. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast et sur l'application Sud Radio. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous.